Voilà donc les grandes étapes de ce voyage que nous commençons de Buenos Aires, où nous arrivons début novembre. Après quelques jours de visite de la ville, nous prenons un vol pour aller voir les chutes d'Iguazu. Retour à problème sur Buenos Aires à cause des grèves et route en bus de nuit vers San Juan pour aller visiter les parcs de Talampaya et d'Ichigualasto. Puis, descente en bus vers Mendoza, où nous faisons un tour en ballon. Après cela, toujours en bus, la magnifique route qui traverse les Andes pour rejoindre Santiago du Chili. Après une visite de Valparaiso, nous prenons un vol pour l'île de Pâques, dont nous rêvions depuis très longtemps. Visite de l'île, presque tout en vélo. Retour à Santiago et vol vers Arica, près de la frontière du Pérou. D'Arica, nous allons à Arequipa en bus, puis toujours en bus, nous partons vers Nazca, voir les mystérieuses lignes et géoglyphes. De là, nous rejoignons Lima, qui mérite plusieurs jours de visite. De Lima, nous prenons un vol pour Cusco. Après la visite de la région de Cusco, nous reprenons un vol Lima-Chiclayo. De Chiclayo, nous entamons en bus notre parcours de visite des grands sites pré-incaïques éparpillés sur le chemin qui nous ramène à Lima, d'où nous rentrons en Europe. Arrivés à notre hôtel en plein centre, en fin de matinée, nous commençons notre visite de la ville par la place de Mai, qui tient son nom des événements de 1810 qui ont chassé le vice-roi espagnol du pays et sont à l'origine de la guerre d'indépendance de l'Argentine. Sur cette place se trouve la cathédrale, le palais présidentiel appelé Casa Rosada, ainsi que le siège du gouvernement de la ville. C'est sur cette place qu'ont eu lieu les manifestations des femmes réclamant leurs enfants disparus pendant les 7 années de la dictature militaire, des années de 1976 à 1983. Très proche se situe le quartier de Puerto Madero, d'anciennes darses construites au début du XXe siècle, qui n'ont servi de port qu'une dizaine d'années, ne pouvant accueillir les bateaux devenus plus gros. L'agglomération compte près de 15 millions d'habitants, qui s'appelle les Porteños. Elle s'étend sur 50 km sur le bord sud de l'estuaire du Rio de la Plata. Nous décidons donc de visiter la ville avec un citybus qui parcourt tout Buenos Aires en continu, ce qui nous permet de descendre où nous voulons et d'y remonter après avoir vu les quartiers qui nous intéressent. Comme dans toutes les grandes villes, la circulation dans Buenos Aires est intense. La ville a de grandes avenues et rues qui suivent un tracé en damier avec de larges trottoirs, presque toujours bordés de jacarandas. Le centre-ville est principalement bâti d'immeubles haussmanniens qui datent de la période d'abondance allant de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 20. En s'éloignant du centre, les immeubles deviennent plus modernes, surtout dans le nouveau quartier de Puerto Madero. Les quartiers nord-ouest sont très aérés, avec de nombreux parcs, un hippodrome, de vastes promenades le long du Rio de la Plata et le célèbre stade du club River Plate, où ont débuté le célébrissime Di Stefano, mais encore Batistuta, Javier Mascherano ou Herman Crespo. En 1908 est inauguré le théâtre Colonne, l'un des plus beaux du monde et qui reste aujourd'hui l'un des meilleurs par son acoustique. Il vient de faire l'objet d'une remarquable restauration. L'architecture intérieure, les matériaux employés, les sols de mosaïque reflètent les goûts de la riche bourgeoisie argentine du début du XXe siècle. Nous voici donc dans Palermo, un des 3 quartiers qui forment l'ensemble appelé les quartiers nord, les plus recherchés de la ville avec Retiro et Recoleta. Palermo est le quartier résidentiel très vivant des classes moyennes et supérieures. Nous passons ensuite à Recoleta, dont la grande attraction touristique est son cimetière, dont voici la majestueuse entrée. Inauguré en 1822, ce cimetière est une véritable galerie d'art funéraire
avec de somptueux monuments où sont enterrés les riches citoyens argentins. La promenade dans les allées donne une idée de cette immense richesse des élites argentines de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Les monuments qui nous apparaissent démesurés sont parfois de véritables petites chapelles. De nombreuses épitaphes rappellent la carrière et le rang social des défunts. Mais la grande attraction du cimetière est la tombe d'Eva Duarte Perón, la femme du président argentin Juan Perón, morte d'un cancer en 1952 à 33 ans. Eva Perón, par ses actions pour les droits sociaux pour les plus pauvres, mais aussi pour sa lutte pour les droits de vote des femmes et sa fondation qui aidait à la création d'hôpitaux et d'écoles, a gardé une grande popularité dans le pays, et sa tombe est toujours fleurie. Et nous voilà partis vers le quartier de la Boca. L'obélisque de près de 70 mètres de l'avenue Nueve de Julio, datant de 1936, est devenu le symbole de la ville. Les deux gigantesques portraits d'Evita Perón, de 31 mètres sur 24 en acier, sur la tour du ministère des Travaux publics. Une manifestation. Depuis les années Perón, les manifestations ainsi que les grèves sont comme en France dans l'ADN du pays. Voilà le palais du Congrès d'Argentine, qui date de 1906. Le bâtiment abrite les députés et les sénateurs argentins. La statue de Manuel Fangio. Né en 1911, mort en 1995 à 84 ans, c'est le plus célèbre des coureurs automobiles. Une carrière commencée à 11 ans comme apprenti mécanicien et qui s'achève en 1958 après avoir été 5 fois champion du monde de Formule 1 et remporté 24 victoires sur 51 Grands Prix. Nous voici au quartier de La Boca, au sud de la ville. C'est un des quartiers les plus visités de Buenos Aires pour ses maisons et bâtiments colorés et son animation. Nous l'avons trouvé, disons, un peu trop touristique. C'est aussi le quartier du stade du club Boca Juniors, appelé la Bombonera, dont on voit ici l'extérieur. C'est ici que s'est révélé le joueur le plus célèbre du pays, Diego Maradona. Les chutes d'Iguaçu sont situées à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, sur le rio Iguaçu, affluent du Paraná. À 20 km avant de recevoir les eaux du rio Iguaçu, à la frontière entre le Paraguay et le Brésil, est situé le barrage d'Itaipú. C'est le barrage qui produit le plus d'électricité au monde. En face, le fleuve Paraná et à droite, le rio Iguaçu. Les cataractes sont à 20 km d'ici sur la droite. Le débit du rio Iguaçu est considérable, même s'il varie suivant les saisons, avec 2 pics hauts en juin et octobre et un point bas en avril à 1000 m3 seconde. Lors de notre visite, il était d'environ 1800 m3 par seconde. Avec ce débit, en exactement 5 minutes, il s'écoule autant d'eau qu'il s'en utilise dans une ville comme Paris en un an. Parfois, il peut atteindre un débit extraordinaire de 12 600 m3 par seconde, soit 13 fois le débit moyen de la Loire. L'ensemble majestueux que représentent ces 275 cascades entourées de 2 vastes parcs naturels, l'un côté brésilien, l'autre plus vaste encore côté argentin, offre aux visiteurs des paysages inoubliables, baignés dans un grondement qui semble inépuisable. Côté argentin, on chemine longuement dans une forêt tropicale dont les arbres, la flore et la faune nous émerveillent. Le tracé des chemins, laissant parfois apercevoir les cataractes au milieu d'une exubérante végétation, nous emmène à la Garganta del Diablo, la plus spectaculaire par sa puissance, sa hauteur de 82 mètres et son bruit de tonnerre.
En observant ces cascades, on est très étonné d'apercevoir des oiseaux qui passent à travers l'eau des chutes. Ce sont des venceros, sortes de martinets noirs typiques de ces chutes, au plumage sombre. Ils bâtissent leur nid sur les parois rocheuses derrière le rideau d'eau, se protégeant ainsi très efficacement de tous les prédateurs. Comme tous les martinets, ils se nourrissent d'insectes et ne se posent quasiment jamais. Changement total de paysage. Après une nuit entière et une matinée de Buscama, pour faire les 1250 km de Buenos Aires jusqu'à San Juan, nous louons une voiture et partons directement à San Agustín del Valle Fértil, à 250 km. Nous traversons une région très peu peuplée, qu'on peut qualifier de semi-désertique, où les hameaux sont très espacés et pauvres. Arrivés au village de San Agustín, nous trouvons un petit hôtel très agréable qui nous servira de base pour aller visiter les parcs de Talampaya et d'Ischigualasto. Le lendemain, la route de bonne qualité vers Talampaya traverse de grands espaces sauvages. Nous nous arrêtons fréquemment pour observer la flore et la faune et rencontrons de nombreux petits groupes de guanacos. Le guanaco est un camélidé apparenté au lama qui n'a jamais été domestiqué. Il s'est établi dans le sud du Pérou, l'Argentine et la Patagonie. C'est un herbivore qui n'a dans ses vastes étendues que deux prédateurs, le puma, dont il se défend très bien avec ses ruades et ses fortes mâchoires, et l'homme, qu'il a quasiment exterminé pour sa fourrure et sa viande. Comme le bison aux États-Unis, sa population était d'environ 50 millions au début du XIXe siècle. Vers 1950, il n'en restait presque plus. Le fait d'être maintenant protégé a permis de reconstituer une population d'environ 500 000 individus actuellement dans toute l'Amérique du Sud. Denandou. C'est le plus grand oiseau d'Amérique, proche de l'autruche. Adulte, il pèse 25 kg et mesure 1,50 m. Il ne vole pas, mais peut faire des enjambées d'1,50 m et courir à près de 60 km/h. Cette espèce est elle aussi menacée. Chassée par les agriculteurs car elle apprécie certaines récoltes, leurs œufs sont recherchés. Leur graisse sert à faire une pommade anti-inflammatoire et leur viande est consommée en Amérique du Nord comme supplément énergétique. Leur habitat se rétrécissant, ils se réfugient dans des parcs protégés. Très souvent, sur les bords de route d'Amérique latine, on voit d'émouvantes petites constructions en souvenir d'accidents mortels. Quelques fleurs, des bouteilles de bière ou de coca pour se souvenir, et des inscriptions touchantes, comme celle-là pour Orlando, mort à 42 ans. Orlando, mon ami, de cet endroit tu es parti, mais ne t'inquiète pas, tu as été un homme estimable, un mari responsable, un père affectueux et un ami fidèle et surtout un homme de bien. Le modeste cimetière fleuri du dernier pueblo avant Talampaya. Plus on s'approche des parcs de Talampaya et d'Ischigualasto, plus la végétation se fait rare. N'ayant pas de vocation agricole, cette partie nord-ouest de l'Argentine est restée très isolée du reste du pays et ignorée jusqu'à ce qu'on y construise une route dans les années 70. Situé à une altitude de 1300 mètres, le canyon du rio Talampaya a été formé par le soulèvement de plaques tectoniques, témoin de la séparation, il y a 250 millions d'années, du supercontinent Pangée entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'érosion, les vents, ainsi que les fortes amplitudes thermiques été-hiver et jour-nuit ont façonné ces falaises monumentales qui forment le canyon autour du rio Talampaya,
presque toujours à sec aujourd'hui, mais qui peut être très dangereux lors des pluies torrentielles qui dévalent des montagnes des alentours. Les parcs de Talampaya et Lichigualasto ont été créés pour protéger les importants gisements archéologiques et paléontologiques qui s'y trouvent. On y a en effet trouvé les dinosaures parmi les plus anciens de la planète, ainsi que des fossiles de tortues. On y a aussi retrouvé les traces des premières occupations humaines datant des premiers siècles de notre ère. Voici des maras, ou lièvres de Patagonie. Ils ne paraissent pas très farouches, tout en se tenant à distance des visiteurs. C'est un animal endémique de l'Argentine. Ce sont des rongeurs de la famille des cochons d'Inde. Ils mesurent entre 70 et 75 cm et pèsent entre 8 et 16 kg. Bâtis pour la course, ils peuvent atteindre la vitesse incroyable de 80 km/h. Ils vivent entre 10 et 15 ans et logent dans des terriers qui peuvent atteindre 10 mètres de profondeur. Ils communiquent avec leurs semblables par de petits cris identiques à ceux des cochons d'Inde. Le mara aussi est considéré comme une espèce menacée, car l'urbanisation et l'agriculture détruisent peu à peu son habitat. La visite du parc d'Ichigualasto, juste à côté, est plus intéressante que celle de Talampaya, tant sur le plan géologique que sur le plan de la visite elle-même. En effet, à Talampaya, on oblige le visiteur à monter dans un bus qui fait de courtes haltes dans le parc, alors qu'on visite Ichigualasto avec son propre véhicule et un très bon guide. Rien à voir comme agrément avec les nombreux parcs américains que nous avons visités, où on est libre de faire la visite à sa guise. Ichigualasto est le seul endroit au monde où on peut observer, comme vous le voyez là, les différentes couches de la période triassique. En un seul coup d'œil, on voit les 45 millions d'années du Trias. Cette période du Trias fut précédée par le Permien et suivie par le Jurassique. C'est dans ces collines qu'on a trouvé des fossiles de cynodontes, un ancêtre des mammifères, mais aussi 7 types de dinosaures, dont l'Herrerasaurus, le plus ancien dinosaure connu à ce jour, dont on peut voir un exemplaire au petit musée à l'intérieur du parc. Mais le fossile dont les Argentins sont le plus fiers est l'Ichigualastia janssen, qui porte le nom du parc où il a été trouvé. C'était un grand herbivore de 3,50 m qui pesait 2 tonnes. Tout près du musée, nous apercevons un ossement fossile qui fait surface, preuve qu'il reste encore beaucoup à fouiller dans ces lieux. Changement complet de décor. Nous voici maintenant à côté de Mendoza, après quelques heures de bus à partir de San Juan. Pour notre dernier anniversaire, la famille entière s'était ruinée pour nous offrir un voyage en ballon à faire n'importe où dans le monde. Comme nous ne souhaitions pas vraiment que ce soit notre dernier voyage, nous avons pris des renseignements et réservé par internet un aéronaute très sérieux de la région de Mendoza. La première impression est que ça monte très vite un ballon. On ne ressent aucun vertige et c'est très silencieux, à part les quelques bouffées de flammes pour faire monter l'engin et la radio qui diffuse de la musique. Nous espérions voir les sommets enneigés des Andes, mais ils étaient recouverts de nuages. On survole les immensités de vignobles parfaitement entretenus de la région de Mendoza, qui produit 60% de tout le vin argentin, le 5e producteur du monde, et aussi beaucoup d'arbres fruitiers. La particularité de cette région très sèche est que les vignobles et les arbres fruitiers sont très peu attaqués par les insectes et autres champignons, ce qui permet des productions de vin et de fruits avec pas ou très peu de pesticides, bien adaptés à la demande actuelle. Nous atterrissons sans encombre, juste à la tombée de la nuit, dans un champ, après plus d'1 heure de vol et fait une trentaine de kilomètres. Cette première expérience en ballon nous a laissé un souvenir vraiment inoubliable. Route vers Santiago du Chili, dans un très bon bus. Entre Mendoza et Santiago, il n'y a que 350 km. Mais le passage des Andes en bus, ainsi que l'arrêt de 2h30 à la frontière, avec double contrôle, les chiens renifleurs des bagages de tous les bus qui passent, nous mettrons 8 heures pour faire le trajet. Nous avons de la chance, il fait très beau. La route est de très bonne qualité, c'est une artère très importante entre les deux pays. La frontière géographique se passe en fait dans un tunnel de 3 km de long,
située à une altitude de 3200 mètres. Il y a des centaines de virages enlacés pour monter là-haut et pour descendre vers Santiago. Magnifique paysage de montagne. Ces pics noirs déchiquetés qui se détachent sur la neige sont caractéristiques de la chaîne des Andes. L'Aconcagua, le plus haut sommet des Andes, qui s'élève à près de 7000 mètres, n'est qu'à 18 km de là. À l'échelle de la planète, ces montagnes sont récentes. Il y a seulement 20 millions d'années, les plaques Nazca et Antarctique, plongeant sous la plaque Amérique du Sud, la soulèvent peu à peu et forment les Andes sur plus de 7000 km de long, provoquant les nombreux tremblements de terre que subissent tous les pays de la côte pacifique. De Santiago, vol vers l'île de Pâques, Rapa Nui en polynésien. 5 heures d'avion, 3800 km. La distance Paris-Bagdad. Voilà Angaroa, la seule ville de l'île, le reste étant quasiment inhabité. Il fait chaud, le soleil cuit, nous sommes sous les tropiques. Il n'y a pas de port sur l'île, aussi l'approvisionnement se fait à partir de bateaux au mouillage, par des bateaux à fond plat qui accostent dans une crique. À gauche, la partie de la maison, modeste mais très propre, où nous séjournons les 4 jours. Nos hôtes nous réservent un accueil vraiment très chaleureux. Ils sont venus nous chercher à l'aéroport avec des colliers de fleurs, et tous les jours, en revenant de randonnée, Rosa nous offre une jarre de fruits frais et nous parlons de leur vie sur l'île. Nous leur louons des vélos et partons faire le circuit que vous voyez sur la carte. Angaroa et l'aéroport se situent dans le cercle. Le reste de l'île est quasiment inhabité. L'île est un triangle, le plus long côté en bas fait 22 km et les deux autres font chacun 15 km. Le premier moai rencontré en bordure d'Angaroa. Ils sont disposés tout autour de l'île, près de la côte. Ils ont tous le dos à la mer, sauf un ensemble de statues. Ils resteront à jamais mystérieux, malgré les multiples hypothèses faites à leur sujet, tant en ce qui concerne leur signification que la façon dont ils furent érigés. Pour le comprendre, il faut raconter leur histoire, car ces moai, c'est toute l'histoire de l'île. C'est une histoire triste et tragique. Tout avait pourtant bien commencé. D'après les dernières recherches, le peuplement de l'île aurait eu lieu vers les années 1200. Les premiers occupants arrivent sur des praos polynésiens, en provenance des îles comme les Marquises, qui sont à 20 jours de navigation. Ils accostent d'après la tradition locale, dans cette crique, qui est le seul endroit sûr pour accoster dans l'île. On pense que dans les années 1500-1600, l'île a connu une crise environnementale, soit un super Niño avec longue sécheresse, soit des pluies trop intenses pour permettre la survie des cultures. À cette époque, les moai étaient déjà érigés et au moment de la crise, les Pasquans les ont doucement couchés sans les détruire, respectant ainsi leurs ancêtres. Lorsque les Européens découvrent l'île, ils sont tous couchés. Les premiers Européens, comme la Pérouse, qui découvrent cette île en 1786, décrivent une population qui s'est adaptée à son environnement, en bonne santé, bien que subsistant avec peu de ressources. Environ 2500 habitants. Puis vient une période tragique, qui n'a pas été provoquée par une destruction de son environnement, comme certaines thèses écologistes le laissent entendre, car toutes les études archéologiques récentes, faites sur les crânes et les dentitions, ne démontrent aucune famine, aucune malnutrition et aucune trace de guerre. En 1805, le capitaine d'un bateau américain capture une douzaine d'hommes pour servir de main-d'œuvre à la chasse aux phoques. Dès qu'ils ont pu, ces malheureux ont sauté à l'eau, sans aucun espoir de rejoindre leur île à la nage. 6 ans plus tard, en 1811, un bateau baleinier américain envoie des embarcations pour enlever autant de femmes qu'il y a de marins à bord. Au matin, on jeta les femmes à l'eau. Mais le pire est à venir. En 1862, 6 navires péruviens se présentent dans la baie d'Angaroa. Ils débarquent et, sous la menace des armes, capturent 1 millier d'hommes pour les employer comme esclaves à l'exploitation du guano. Ils y périront tous. Parmi eux, le roi Morata et sa famille, ainsi que tous les savants de l'île. Ce jour-là, la mémoire de l'île a disparu. Puis vinrent les maladies comme la tuberculose et la variole, apportées par les visiteurs et les missionnaires. Ces derniers parachèveront le travail de destruction
en incitant les Pasquans à brûler les rongo-rongo, ces tablettes gravées dont on n'a jamais pu déchiffrer l'écriture. En 1877, il ne restait que 111 personnes d'origine pasquane sur l'île, et quelques dizaines de rongo-rongo, aujourd'hui dispersés dans tous les musées du monde. Le vélo est vraiment la meilleure façon de visiter cette île. Très peu de voitures, pique-niques et arrêts fréquents aux nombreux sites, des paysages somptueux avec la vue sur le Pacifique et le grondement des vagues. Une chienne très douce nous accompagne toute la journée. Elle nous attend auprès des sites et reprend la route avec nous. Elle se baigne pour se rafraîchir car il fait très chaud, puis nous quitte en vue des habitations d'Angaroa. L'île de Pâques étant d'origine volcanique, on y trouve des tunnels de lave. L'un d'eux donne une magnifique vue sur le Pacifique. Le dernier jour, nous faisons une randonnée à pied au volcan Ranokau. Juste à côté se situent les deux îlots Motuiti et Motunui. Selon la tradition orale, chaque année, au début de la saison de ponte des sternes, nombreuses sur ces îlots, le premier homme qui rapportait un œuf lors d'une course à la nage devenait pour un an l'arbitre des conflits entre les clans de l'île. Un personnage important. Ces constructions de pierres sèches, en face des îlots, permettaient de suivre le spectacle. Notre merveilleux séjour dans les îles s'achève, la réalité fut amplement à la hauteur du rêve, avec en plus l'émotion à la pensée de ce peuple, des mystérieuses statues qu'il nous a laissées, témoins silencieux et ténébreux des souffrances et des chagrins qu'il a endurés. Retour à Santiago et route en bus vers Valparaiso où nous rejoignons Paul, notre petit-fils et son ami Marion. Paul achève ses études de géologie à l'université Uchile à Santiago. Valparaiso est le plus important port du Chili, 1 million d'habitants. La ville est bâtie sur des collines qui entourent une vaste baie. On accède à la partie haute par des funiculaires répartis tout le long de cette baie. La ville et son port eurent une époque glorieuse et opulente. Jusqu'en 1914, les très nombreux bateaux qui reliaient les États de l'Est américain et particulièrement New York à la Californie devaient passer par le détroit de Magellan au sud de l'Amérique, faisaient tous halte dans le port de Valparaiso. De plus, les immenses gisements de guano péruviens, situés dans les îles Chincha au sud de Lima, exploités des années 1820 à la fin du XIXe siècle, qui étaient exportés comme engrais vers les États-Unis, la France et l'Angleterre, engendraient une intense activité dans la ville. Mais les gisements de guano s'épuisèrent, et comme un malheur n'arrive jamais seul, le canal de Panama entra en service en 1914, signant la fin de l'âge d'or pour la ville, qui s'appauvrit alors très rapidement. Après avoir visité l'intéressant musée maritime, en haut du funiculaire, le principal attrait touristique de la ville est le quartier du Cerro Concepción, avec ses ruelles en pente, ses escaliers et ses maisons décorées. Le street art, comme on dit. Le bâti est très pauvre. Souvent, les murs sont en tôle ondulée. De nombreuses maisons nous paraissent en état de ruine, et fâcheusement, une odeur âcre d'urine envahit une grande partie des rues du quartier. Nous nous promenons ainsi jusqu'à la Sebastiana, la maison de Pablo Neruda, que nous visitons. Pablo Neruda, écrivain, poète et homme politique communiste chilien, est mort en 1973, 2 ans après avoir reçu le prix Nobel de littérature.
Les premières peintures murales sont apparues à Valparaiso au début des années 1970. Elles furent utilisées comme des messages politiques peu coûteux dans la campagne électorale de Salvador Allende contre son opposant Alexandri Rodriguez, qui lui était en partie financé par la firme américaine ITT. Puis c'est dans ce quartier de Bella Vista que nous visitons que fut inauguré en 1990 le musée à ciel ouvert, œuvre de 18 artistes chiliens et espagnols. Comme les constructions sur ce terrain à forte pente nécessitent des murs de soubassement, les peintures sont d'abord apparues sur ces parties basses, puis se sont développées sur toutes les façades. Quand j'ai visité la ville, en décembre 1997, ces peintures existaient déjà, mais en beaucoup moins grand nombre qu'aujourd'hui, et je me souviens n'avoir rencontré aucun touriste. Santiago Arica, presque à la frontière avec le Pérou. 2000 km, 22 heures de bus. Aussi nous prenons l'avion. 2 heures Santiago Arica. Très belle vue sur la cordillère des Andes, avec les glaciers et les salars. Ces étendues de sel, témoins des mers intérieures asséchées, piégées par les bouleversements tectoniques. Tarica, bus pour Tacna et passage de la frontière d'entrée au Pérou. Le lendemain, journée de bus pour Arequipa. Difficile d'imaginer sans l'avoir vu qu'à partir de Santiago du Chili jusqu'à la frontière du Pérou avec l'Équateur, c'est-à-dire sur une distance de 3500 km, cette côte d'Amérique est quasiment désertique, sauf les quelques oasis créées par les vallées des fleuves qui coulent des Andes. La moyenne des pluies à Arica est de 1,5 mm par an. On y a observé récemment une période de 14 ans sans une seule goutte de pluie. Nous voilà à Arequipa, ville établie à 2300 mètres d'altitude, au pied du volcan Misti et de 2 autres gros volcans. La Plaza de Armas et la gigantesque cathédrale, preuve de la foi tenace des habitants. Commencée en 1540, elle fut réduite en décombres 40 ans après par un tremblement de terre. Après cela, on ne compte pas moins de 6 tremblements de terre majeurs qui la détruisirent à nouveau. À chaque fois, elle fut reconstruite. En 1844, un incendie détruisit tout l'intérieur et de nombreuses voûtes et piliers. En 2001, un tremblement de terre de force 8 détruisit complètement la tour gauche et endommagea la tour droite. On les répara aussitôt. La ville possède un important patrimoine d'architecture coloniale, de maisons et d'églises. La cathédrale ainsi que toutes les constructions de la ville sont en pierre de lave prises dans les très nombreuses carrières au pied des volcans. Sur cette vue, on aperçoit le volcan Chachani qui domine la ville à plus de 6000 mètres d'altitude. Nous allons voir dans un petit musée la momie Juanita, trouvée près d'un glacier
à 6300 mètres d'altitude, en 1995. D'après les archéologues, elle date de l'Empire Inca. La jeune fille fut l'objet d'un sacrifice rituel, une offrande humaine à l'empereur Inca. Nous verrons dans les visites que nous allons faire au Pérou que ces pratiques furent très courantes tout au cours de l'histoire du pays, et ce jusqu'à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Situé en plein centre-ville, nous visitons le plus grand couvent du monde, Santa Catalina. Construit en 1580 par une riche veuve, il s'étend sur 2 hectares en plein centre-ville. Entouré de toutes parts de murs de plus de 4 mètres de haut, son architecture, avec ses murs très épais, ses piliers de pierre et ses voûtes, est une bonne illustration de l'architecture coloniale de la ville. Les nombreuses coupoles augmentent les volumes intérieurs. De même, les nombreux patios, courettes et cloîtres créent des espaces aérés entre ces murs aux allures de forteresse. Dans le lavoir, l'eau courante était amenée par un petit canal et les eaux de lavage évacuées par un autre canal vers le rio. Les femmes qui entraient dans ce couvent étaient soit des natives péruviennes, soit des métisses, soit des filles de riches familles espagnoles qui payaient une dot pour entrer. Les jeunes filles riches emmenaient avec elles des demoiselles qui étaient à leur service. Chaque nonne avait une vaste chambre, souvent avec cuisine. Dans les années 1750, le couvent abritait 300 personnes, nonnes ou femmes de service. Comme toujours quand nous visitons une ville, nous allons au marché. Les parfums des fleurs, des fruits, les odeurs des légumes, des viandes, les bruits et les cris se mélangent pour faire un spectacle et une ambiance que nous aimons beaucoup. Les vendeuses de jus de fruits ont dressé leurs étals comme des œuvres d'art, et impossible de résister à un jus de fruits de la passion. Nous posons des questions sur les fruits et les légumes que nous ne connaissons pas. C'est des guayabas. Le Pérou étant le berceau de la pomme de terre, qui se cultive jusqu'à plus de 3500 mètres d'altitude, nous pouvons observer de nombreuses espèces inconnues en Europe, comme cette espèce avec des petits renfoncements, très courante ici. On trouve dans les Andes plus de 5000 variétés de toutes les formes et couleurs, avec 7 espèces, alors que dans le reste du monde, on ne cultive plus qu'une seule espèce. Après une nuit passée en bus sur les cahots de la Panaméricaine, nous arrivons au petit matin à Nazca et allons directement à l'aérodrome pour monter dans un petit Cessna avec 2 autres couples pour un survol des géoglyphes d'environ 3/4 d'heure. Le vol est assez mouvementé, car le pilote tourne en faisant pencher l'avion d'un côté, puis repasse sur le dessin en se penchant de l'autre côté pour que chacun puisse bien voir. Les vues avec la caméra sont assez fugitives. Mais la vue de là-haut, de toutes ces figures et de ces lignes parfaitement rectilignes, est vraiment surprenante. On sait qu'elles ont été tracées entre -300 et +600 de notre ère. Pour les expliquer, on a bien sûr établi des hypothèses farfelues de communication avec des extraterrestres, où les lignes auraient servi de pistes d'atterrissage, ou même, comme on ne peut pas voir les dessins du sol, que cette civilisation avait inventé la montgolfière. Les scientifiques aussi ont multiplié les théories allant d'un gigantesque calendrier astronomique à des rituels chamaniques, à un culte lié à l'eau et à la fertilité dans cette région si aride. Tout cela sans véritable preuve scientifique. En revanche, les archéologues ont prouvé que les lignes étaient des lieux de procession et ont mis en évidence en bout de ces lignes des plateformes maçonnées qui auraient servi d'autel. Les principaux dessins représentent des animaux, singes,
colibris, condors, jaguars, orques, araignées. Leur caractéristique est qu'ils sont presque tous faits d'une seule ligne qui ne se recoupe jamais. Le bon état de conservation de ces géoglyphes depuis près de 20 siècles s'explique par l'extrême aridité de l'endroit. Pas de pluie, pas d'érosion et absence totale de végétation qui aurait détruit peu à peu les tracés. De même, la forte chaleur au sol crée un coussin d'air qui protège les lignes du vent. Actuellement, le site est protégé par les autorités péruviennes et interdit d'accès. Voici quelques photos prises par Claire, auxquelles j'ai appliqué un filtre pour faire ressortir les lignes. Sur cette photo, en haut à droite, on voit très bien un orque. Tous les animaux représentés dans les dessins à Nazca étaient très communs et familiers aux habitants de l'époque. Lors du tour en avion, le pilote nous avait montré les fameux aqueducs de Nazca. Aussi, nous ne manquons pas d'en faire la visite. Situés à 4 km du nord de la ville, les aqueducs de Cantayoc, construits il y a environ 1500 ans, permettaient aux habitants de s'approvisionner en eau dans la nappe phréatique proche du Rio qui coule des Andes en période de fonte des glaciers, mais qui s'assèche une grande partie de l'année. Le système réalisé est très ingénieux. Les puits sont creusés en forme de spirale pour faciliter l'accès à l'eau, située à environ 8 à 10 mètres de profondeur. Les différents puits sont reliés entre eux en partie basse par un tunnel appelé aqueduc, où l'eau circule. Ces tunnels permettaient et permettent encore aujourd'hui leur nettoyage et leur entretien. Sur cette vue, entre deux puits, ils ont réalisé des constructions de pierre où la conduite de l'eau est à ciel ouvert. On voit que le débit de cette nappe phréatique, alimentée par les Andes, est très important et permettait la culture du coton, de la fève, du maïs, de pommes de terre et de nombreux autres légumes dans une des régions les plus arides de la planète. Nous finissons la journée en allant visiter la cité antique où vivaient les premiers habitants de la vallée de Nazca. Elle est très en ruine maintenant, puisque construite en briques d'adobe, de la terre argileuse mouillée, tassée et séchée au soleil. La vieille cité était bâtie sur les bords de la vallée, évitant ainsi les inondations du printemps et laissant l'espace de toute la vallée pour les cultures. Le lendemain, route vers Lima. Ces bâtiments blancs sont des élevages de poulets. Nous en verrons des centaines tout le long des côtes péruviennes. Dans toute l'Amérique du Sud, le poulet est, sauf peut-être en Argentine, la viande de base de toute la population, et il y est produit de façon industrielle. Nous traversons ici un village typique de toutes ces côtes du centre du Chili au nord du Pérou. Un rio, descendant des Andes et allant à la mer, a réalisé au cours des siècles une vallée d'alluvions entre deux montagnes. Les habitants s'y sont installés depuis des siècles en s'adaptant à l'aridité de la région, créant de petites oasis très fertiles où se sont développées les nombreuses civilisations pré-incaïques que nous allons découvrir au cours de notre voyage.
Nous voici à Lima, capitale du Pérou, 10 millions d'habitants. La ville fut fondée par Francisco Pizarro, 40 ans seulement après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, à côté d'une cité inca et à l'emplacement d'un important sanctuaire qui a été détruit par les Espagnols pour y construire une église. Le centre ancien possède un très riche patrimoine d'architecture coloniale espagnole avec la cathédrale et de nombreuses églises baroques. Dans le centre historique de la ville, beaucoup de maisons sont agrémentées de beaux oriels, ces parties saillantes qui surplombent la rue. En espagnol, on les nomme Ventanas de Bahia ou Miradores. Ce centre historique a été abandonné par les classes les plus aisées au cours du XXe siècle. Elles sont allées s'installer dans les quartiers neufs de Miraflores ou San Isidro. Les maires successifs ont fait un gros travail d'amélioration qualitative de l'habitat de la ville. Cependant, on le constate en entrant et en sortant de la ville en bus, l'important exode rural et l'explosion démographique du pays entraînent en périphérie un développement incontrôlable et anarchique d'habitations précaires qui ne disposent pas des équipements de base. Lima possède les plus beaux musées de toute l'Amérique du Sud, à part peut-être le Museo del Oro de Bogota, en Colombie, et celui de Lambayeque, de la tombe de l'homme de Sipan, dans le nord du Pérou, que nous aurons la chance de visiter quelques jours plus tard. Voici quelques pièces parmi des milliers qui témoignent de l'habileté des artisans de cette région, orfèvres métallurgistes, potiers, tisserands, vanniers, embaumeurs. Donc, 4 grands musées incontournables pour avoir une vue d'ensemble non seulement de la civilisation inca, qui n'a duré finalement qu'une centaine d'années, mais surtout des civilisations pré-incaïques qui se développèrent au Pérou pendant les 2 millénaires qui précédèrent l'avènement des Incas. Le visiteur est stupéfait de la profusion et de l'état des objets exposés. La chance qu'ont eu les archéologues de retrouver autant d'objets anciens et de corps s'explique par 2 motifs. D'une part, ces civilisations pratiquaient tous les mêmes rites funéraires. Les morts étaient enterrés et parfois embaumés, avec leurs vêtements dans un fardeau et divers objets. Ce fardeau était constitué de plusieurs épaisseurs de tissu, souvent très riches, et contenait des objets de toutes sortes qui avaient appartenu aux morts et dont il aurait besoin dans l'au-delà. D'autre part, l'extrême aridité du climat de cette région a permis de retrouver ces tombes dans un état de conservation étonnant. Lors de notre dernière journée à Lima, nous allons visiter la pyramide de Huaca Pucllana, située en plein dans le quartier aisé de Miraflores. Construite par étapes en briques d'adobe entre les années 200 à 700 de notre ère, il ne reste qu'un quart de l'ensemble original qui était autrefois entouré de champs de culture. Le reste a été détruit pour faire place aux immeubles et aux avenues de la ville moderne. On voit sur cette vue l'état avant fouille sur la droite et l'état après sur la partie gauche. Avant les travaux de mise à jour de la construction, cette pyramide ressemblait à une petite colline. Les fouilles ont mis à jour un enduit qui recouvrait ces briques et cet enduit était peint de couleur jaune. Remarquez le mode d'assemblage et de montage des rampes et des paliers successifs, ainsi que la façon de pose des briques verticalement. Cette technique permettait de résister aux tremblements de terre fréquents dans la région. On a retrouvé dans des cavités un grand nombre de corps de personnes sacrifiées, la plupart des jeunes filles, et en 2015, 2 momies précolombiennes intactes.